Bonjour à tous, soyez comme d'habitude les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre journal? Les voici en images. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a effectué une visite de la célèbre université parisienne, la Sorbonne. La jeune chambre économique de Monaco a organisé un nouveau petit déjeuner débat. Le plan d'accueil et le label Welcome Monaco étaient à l'honneur. Alexandra Pani vous livrera des détails sur la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies à New York. Il sera aussi question de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. De la danse également dans ce journal avec le ballet Presque Rien. Football, après le match nul face à Tottenham, Monaco affronte Rennes dimanche. Et puis votre invitée du week-end est une championne. Elle participe au Grand Prix féminin d'échecs, Almira Shripchenko. Avant de développer ces titres, vous le découvrez sur ces images. Le conseil d'administration de la Fondation Prince Albert II a eu lieu vendredi matin au Palais Princier. Les membres de ce conseil se réunissent traditionnellement autour du président de la Fondation, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, et du vice-président, son Excellence Bernard Fautrier, quelques heures avant la cérémonie annuelle de la Fondation. Une cérémonie qui a par le passé eu lieu à Londres ou encore Palm Springs en 2014. Cette année, elle a eu lieu vendredi en début de soirée à Monaco. Patricia Navarro vous livrera tous les détails de cet événement lundi dans votre journal dès 19h. Suite de la visite de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II à Paris, après le Muséum national d'histoire naturelle, le souverain a effectué une visite au cœur de la Sorbonne, l'université parisienne. Une université qui, vous allez pouvoir le constater dans ce reportage d'Émilie Rousseau et de David Bernardi, a depuis très longtemps des liens historiques avec la principauté. C'est un lieu chargé d'histoire, un lieu universitaire qui a ce petit supplément d'âme. En milieu de semaine, le Prince Albert II a répondu à l'invitation du recteur de l'Académie de Paris et chancelier des universités de Paris. François Weil a fait visiter une partie du bâtiment comme cette chapelle qui abrite le tombeau du bâtisseur de l'université, le cardinal de Richelieu. Le souverain a également pu découvrir la bibliothèque universitaire au milieu des étudiants, ainsi que des conférences. La Sorbonne, c'est aussi des rencontres inattendues comme celle-ci avec Robert Badinter, l'ancien ministre français de la Justice. Nous avons pu, là encore, faire découvrir au prince ce bâtiment, le grand amphithéâtre de la Sorbonne et l'ensemble du palais académique, de la bibliothèque de la Sorbonne avec les étudiants. Donc un bâtiment qui est à la fois un bâtiment musée, mais qui est également un bâtiment tourné vers l'avenir, occupé par plusieurs universités et qui est un bâtiment de la recherche en train de se faire. Et j'étais donc très honoré et très heureux de pouvoir montrer au prince cette Sorbonne d'hier, mais aussi cette Sorbonne de demain. Au fur et à mesure de la visite, on découvre également ces plaques du grand vestibule de la Sorbonne dédiées aux bienfaiteurs de l'université. Plaques sur lesquelles on peut y voir le nom du trisaïeul du prince souverain, le prince Albert Ier. Et ce n'est pas le seul lien qui unit la Sorbonne à Monaco. La Sorbonne, évidemment, a été créée, mais c'était un peu un mythe fondateur par Robert de Sorbon, mais véritablement créée par le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle, ce qui fait le premier lien avec la famille princière, puisque la princesse Alice, la deuxième épouse du prince Albert Ier, était veuve de l'avant-dernier duc de Richelieu. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'un portrait de la princesse Alice figure aujourd'hui dans les salons de la Sorbonne. Le deuxième lien est toujours autour du prince Albert Ier, c'est que le prince Albert Ier a été un des bienfaiteurs de la Sorbonne au début du XXe siècle, quand la Sorbonne, très vite à l'étroit dans ses murs de la Troisième République, a dû être agrandie et le prince Albert Ier a offert à la Sorbonne des terrains où il a construit l'Institut océanographique, Fondation Albert Ier que l'on connaît, et sur ce terrain ont pu être fondés d'autres instituts appartenant à la Sorbonne, notamment l'Institut de géographie, l'Institut du radium. Au cours de cette visite, le recteur a également voulu montrer au prince Albert II la pièce dans laquelle Pierre de Coubertin créa le Comité olympique international en 1894, un lieu qui a une grande importance pour le prince souverain, lui qui est membre du CIO depuis 1985.
Retour en principauté, à quelques pas du casino où nous nous trouvons. Le Café de Paris a accueilli vendredi matin un tout nouveau petit déjeuner débat organisé par la Jeune Chambre économique. Et vous allez le voir, le thème Made in Monaco était à l'honneur, l'occasion de mettre en lumière les entreprises tout récemment labellisées. Vanessa Dessy vous livre plus de détails dans ce reportage. Un état d'esprit et une réelle volonté d'amélioration, le label Made in Monaco est avant tout une démarche volontaire, l'objectif étant de faire partager des standards d'accueil dans les établissements privés et publics de la Principauté. Lancé en mars 2014, plus d'un an après sa mise en place, l'heure est au bilan. 174 entités, c'est déjà un bel ensemble, c'est insuffisant encore. Nous n'avons par exemple pas assez de restaurateurs, pas assez de cafés, mais nous continuons et j'espère que nous allons aboutir à un très grand nombre d'entreprises labellisées à Monaco. La Jeune Chambre économique de Monaco a organisé un petit déjeuner débat sur le thème de cette démarche fédératrice. Déjà labellisée et fière de cette distinction, la JCE souhaitait rappeler les enjeux de cette certification. L'enjeu principal, c'est le plan d'accueil qu'a mis en place la Principauté depuis maintenant un peu plus d'un an. Et ce plan d'accueil est important puisqu'effectivement, il vient augmenter l'attractivité de Monaco à travers les résidents et les visiteurs. On a déjà un accueil qui est excellent à Monaco, mais comme le disait une des personnes dans la salle, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours monter encore d'un cran. Et on est aujourd'hui dans un monde qui est globalisé et les gens recherchent ça. Donc effectivement, c'est un pouvoir d'attractivité supplémentaire pour Monaco. Cette démarche de labellisation s'effectue en 3 étapes. Après un questionnaire d'auto-évaluation, les résultats sont validés et le label est attribué pour 3 ans. À l'occasion de ces échanges, plusieurs entreprises récemment labellisées ont été mises en lumière. Fin aujourd'hui de notre série de reportages réalisés la semaine dernière à New York dans le cadre du sommet des Nations Unies 2015 sur le développement durable. Aujourd'hui, Alexandra Pagny et Serge Prémont vous proposent un reportage consacré au travail de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. La Principauté de Monaco siège en tant qu'État membre depuis 1993 au sein de l'Organisation des Nations Unies. Une mission permanente monégasque est ouverte depuis cette date-là. Son objectif, porter les vues du gouvernement princier sur la scène internationale et assumer les responsabilités qui incombent à chaque État membre. L'ambassadeur représentant permanent Isabelle Picot est aujourd'hui entouré de 4 diplomates. Ils couvrent chacun des domaines bien spécifiques, à l'image de Clotilde Ferry, premier secrétaire et récemment élu au poste de rapporteur de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est la première fois que Monaco est élu rapporteur au sein de la 4e commission et mon rôle est de représenter notre groupe régional, qui est le WEOC, c'est le groupe des États occidentaux et autres États, de le représenter au sein du bureau pour défendre nos intérêts par rapport aux différents points qui sont soulevés au sein de la commission. Cette 4e commission siégera à partir du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre. Elle est chargée des questions liées à la décolonisation et aux missions de politique spéciale. Chaque semaine, on débat un point et on doit adopter des résolutions et des décisions. Monaco coparraine certaines de ces résolutions, comme l'assistance anti-mine ou l'Université pour la paix, avec qui nous avons créé un partenariat, mais aussi pour tout ce qui est assistance au peuple palestinien. Et donc, en fait, je siège au bureau et je dois prendre des notes et après présenter les rapports au sein de l'Assemblée générale en décembre. Durant l'année, la mission permanente augmente ses effectifs en permettant à des étudiants ou de jeunes administrateurs monégasques d'effectuer un stage. Actuellement, 2 jeunes stagiaires sont venus parfaire leur formation dans le cadre de leurs études. J'ai fait une licence en études internationales, mais qui était quand même très générale, donc c'est plus du droit, économie, sciences politiques. Et du coup là, ça permet de voir un peu comment ça marche vraiment, plus que sur le plan théorique, c'est vraiment pratique, on voit comment ça s'applique dans la vraie vie. Après mon premier stage, je suis passée en master en relations internationales. Donc oui, je vois vraiment, c'est vraiment l'application des théories que j'ai vues à l'école. Les missions pour elles sont variées et nécessitent une importante faculté d'adaptation. J'essaye de m'investir le plus possible, de demander en quoi je peux être utile, est-ce que je peux faire quelque chose. C'est plus réduire le travail de la mission, surtout en ce moment où ils sont vraiment très occupés.
Donc j'ai vraiment fait des tâches complètement différentes de jour en jour. Donc ça va de assister à des conférences. Donc moi j'ai été mise sur la première et la 4e commission. Donc s'il y a des réunions à ce sujet, j'assiste à ces réunions. J'ai à faire des rapports en fin de commission. Après, je peux m'occuper de toutes les tâches, comme par exemple traduire le discours du prince. Je sais que je vais suivre la 2e commission, donc sur l'économie et le développement. Donc ça va être sur toute la durée du stage, donc jusqu'en décembre. Et vu que ça commence que le 7 octobre, pour l'instant, on suit les assemblées générales, on assiste aux différentes réunions pour s'habituer un peu au système, à savoir comment ça marche, les protocoles, le fonctionnement de l'organisation. Et voilà, donc ils nous font participer un peu à tout ce qu'ils font pour qu'on ait une idée de comment ça va se passer par la suite. Outre les réunions plénières de l'Assemblée générale et ses 6 commissions, la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies prend part au Conseil économique et social et à ses organes subsidiaires, ainsi qu'à un grand nombre de réunions et de manifestations internationales. À Monaco, l'hôtel Métropole accueillait jeudi soir une réception organisée dans le cadre du 5e anniversaire du Pink Ribbon Monaco. L'association monégasque souhaite sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein. Information dans ce reportage d'Alexandra Pani. Octobre Rose est lancé pour la 5e année en principauté. Ce mois international de mobilisation contre le cancer du sein est arrivé à Monaco grâce à l'association Pink Ribbon et ses 3 fondatrices, Karine Noharo, Krena Nichols et Natasha Frost. Cette année encore, plusieurs manifestations seront organisées. Pendant ce mois d'Octobre Rose, nous avons organisé une conférence de presse donc ce soir à l'hôtel Métropole Monte-Carlo, qui sont nos hôtes depuis maintenant 5 années. Le 15 octobre, nous avons organisé avec le centre hospitalier Princesse Grace, donc le docteur Mathieu Liberator et le docteur Huizon, ont organisé une conférence sur le cancer du sein. Donc toutes les questions concernant le cancer du sein seront répondues ce jour-là au lycée technique, et c'est ouvert au public. Chez la femme, le cancer du sein reste le plus fréquent, mais de nombreux progrès sont à signaler. À Monaco, ça évolue de manière tout à fait remarquable. Nous sommes très heureux, dans le bon sens du mot, bien sûr, puisque le centre monégasque de scénologie a enfin ouvert au CHPG en mars de cette année, que depuis qu'il a ouvert, c'est vraiment une foule de femmes qui viennent faire la mammographie là, puisqu'il y a eu plus de 1200 mammographies réalisées, ce qui est phénoménal. Il n'y a plus un seul rendez-vous jusqu'à fin décembre, et notre campagne de dépistage, qui a commencé en même temps, et marche remarquablement bien. Ce jour, aujourd'hui, nous étions à 124 femmes qui sont venues faire donc, le dépistage dans le cadre d'un dépistage organisé tous les 2 ans. Jeudi soir, 2 lieux emblématiques s'étaient éclairés en rose, le casino de Monte-Carlo et le Palais Princier. Avec cette action, la principauté a rejoint les 200 plus grandes villes du monde mobilisées pour cette campagne d'Octobre Rose. Presque rien, voici le nom du tout nouveau ballet en préparation et vous vous en doutez très certainement, José Sacré est parti à la rencontre des danseurs lorsqu'ils étaient en pleine répétition du côté bien sûr des ballets de Monte-Carlo. 1, 2, 3, 4, 9! Dire qu'il y a un mec qui s'appelle Petit Pas qui a créé un ballet avec 32 filles qui doivent faire les choses en même temps. Ça devait être un héros. Artoun! Petit rappel historique sous forme d'aparté judicieux et souriant de Jean-Christophe Maillot, sous tension, normal, il est en pleine création d'un nouveau ballet. Cela ne lui était pas arrivé depuis plus d'1 an, depuis la mégère apprivoisée pour le Bolchoï. Il y avait un format que j'avais jamais vraiment approché, c'était d'essayer de penser à un pas de 2 qui pourrait durer sur une 20aine de minutes. Et le point de départ était vraiment, avec mon frère, d'essayer de s'éloigner un peu du rapport habituel que j'ai à la musique. La musique étant une relation tellement forte pour moi, quand elle m'entoure et quand je crée, elle conditionne évidemment énormément ce que je fais. Et petit à petit, en travaillant, on est venu avec cette idée de créer une bande musicale uniquement à partir de sons naturels et réels. Et du coup, ça m'a amené à reparler quand même, parce que finalement,
tout artiste que l'on est, on a toujours tendance à redire les mêmes choses en essayant de les affiner, de cette relation fondamentale pour moi dans la danse, qui est cette relation du couple. Moi j'ai toujours eu du mal à considérer le solo parce que je trouve que le monologue est quelque chose d'antinomique avec la danse. Je trouve que la danse est toujours un dialogue. Et donc j'aime toujours travailler sur ce rapport-là. J'ai essayé de partir sur des enregistrements de sons naturels, comme si j'étais arrivé un peu à une saturation d'une certaine manière d'une manière d'écrire de la musique. Et puis finalement, en jouant à ce jeu-là d'enregistrement, de sons, de manipulation de ces sons électroniques, etc., de nouveau, l'envie de la musique est revenue petit à petit. Et en fait, c'est un peu ce cheminement musicalement qui s'est produit, c'est-à-dire aller vers ces sons naturels et ensuite retrouver les notes par l'intermédiaire de ce cheminement. La pulsation rythmique a été quelque chose qui a été complètement libéré et pratiquement abandonné. Simplement, sur certains passages, par exemple, j'ai capté des sons de feux d'artifice, de choses comme ça, et en fait, je les ai réorganisés rythmiquement, mélangés, par exemple, à des sons de gouttes de pluie qui tombent sur une ombrelle, etc., qui, elles, sont plus désorganisées. Donc en fait, il y a une pulsation qui naît de ces deux éléments ensemble qui ont créé, eux, une pulsation rythmique. Ça a été pensé vraiment pour deux danseurs de la compagnie, que sont Maude Sabourin et Christian Trotansky. Alors Maude, c'est une danseuse avec qui on travaille depuis très longtemps. C'était la première fois que vraiment j'allais créer pour elle un pas de deux. Et ça m'intéressait d'aller fouiller ce que dégage cette personnalité et celle de Christian. C'est une pièce dont on n'a pas envie de dire grand-chose. Je pense que c'est une pièce qui va être ressentie de manière extrêmement différente selon la vie et la position de chacun dans sa relation à l'autre, dans la relation au couple. Il est certain qu'il y a une volonté quand même d'exprimer cette complexité qu'est la relation et que même si l'amour est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui, à moins qu'on le voit de manière un peu simpliste, n'est jamais quelque chose de tout à fait linéaire et simple. Cette nouvelle pièce de Jean-Christophe Maillot qui s'intitulera Presque rien, vous pourrez la découvrir du 22 au 25 octobre à 20h à la Salle Garnier. Au cours du même spectacle, vous pourrez voir ou revoir deux autres œuvres de Jean-Christophe Maillot pour les ballets de Monte-Carlo, Entre là et Vers un paysage. Et les Monégasques ont déjà repris le chemin de l'entraînement car Monaco affronte ce dimanche Rennes pour le compte de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Il s'agit donc pour les Monégasques de leur deuxième rencontre à domicile de cette semaine. Extrait recueilli lors de la conférence de presse. Et Rennes, c'est une équipe très costaud. C'est une équipe avec bons joueurs offensivement. Qui fait beaucoup de transitions, au milieu très costaud, une ligne défensive avec l'expérience. Et toujours, nous avons besoin de jouer à 100%. Mais en même temps, nous avons besoin de tourner l'équipe. Sinon, l'équipe est morte. Après, entre autres, Isabelle Bonnel, Gaël Talarida, Jean-René Palacieux ou encore le directeur du Columbus, place aujourd'hui à un nouvel invité du week-end. Il s'agit d'une femme, elle s'appelle Almira Shripchenko. Elle est championne d'échecs et elle participe jusqu'au 12 octobre au tournoi, au Grand Prix féminin organisé ici entre les murs du casino. Vous le savez, on se retrouve avec elle juste après ce jingle. Alors, comme promis, il y a quelques secondes à peine, je me trouve donc avec Almira. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, il faut peut-être le préciser, nous sommes entre les murs du casino, entre les murs de la SBM, qui accueille donc ce Grand Prix féminin jusqu'au 12 octobre. On va bien sûr parler de ce Grand Prix, Almira, mais on va aussi parler de vous. Vous avez un palmarès impressionnant. Comment êtes-vous tombée amoureuse, j'allais dire, de ces échecs? C'est peut-être
pas forcément le fruit d'un hasard parce que je suis née à l'Union soviétique et donc mes 2 parents, ils enseignaient le jeu d'échecs aux enfants. Vous étiez à bonne école alors? Oui, en fait, je traînais un peu comme tous les enfants avec les pièces. Et on m'appelait le grand maître d'échecs, mais celui qui jetait bien les pièces à l'époque. Je ne savais pas du tout les bouger. Et petit à petit, évidemment, j'ai appris en fait, comment déplacer les pièces et à faire des plans et de vivre dans le royaume des jeux d'échecs. Alors vous avez été 6 fois championne de France, je crois? Oui, cette année, j'ai gagné mon 6e titre, ce qui est un record absolu de nos jours dans les titres féminins. Et je me suis dit, maintenant que j'ai 2 filles, j'ai peut-être des choses à raconter. Et vous allez leur transmettre, j'imagine, cette passion? J'ai essayé, mais ce n'est pas si facile. C'est Parce vrai. que oui, c'est parfois... On ne fait pas toujours comme ses parents, hein, ça oui, c'est sûr. Et parfois c'est comme une épée de Damoclès, parce qu'il faut toujours faire les meilleurs coups. Et elle me regarde, parfois ma grande fille, elle dit est-ce que maman aurait fait ce coup-là? Et donc ce n'est pas si évident. Elle aime beaucoup lire maintenant, donc je pense qu'elle va continuer peut-être dans la voie scientifique. Alors Almira, on va parler de ce Grand Prix. On le disait, donc vous avez été 6 fois championne de France. Là, finalement, au sein de ce Grand Prix, vous êtes capitaine de l'équipe du Cercle des échecs de Monte-Carlo, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et avec l'équipe du Cercle, on a gagné 5 fois la Coupe d'Europe, ce qui est encore une fois un record absolu. Et je sais qu'au sein de cette équipe, je ne pense pas que je joue le rôle le plus important, mais je suis en fait composé cette équipe avec l'aide de Jean-Michel Rapper, le président de la Fédération monégasque. Et on s'entend tous très bien et je suis très très fière. Et même en 2013, j'étais récompensée par le prince Albert avec une médaille de sport de Monaco. Et pendant une cérémonie très solennelle, j'étais vraiment très très touchée. Alors c'est vrai qu'on ne va peut-être pas mentir aux téléspectateurs, on enregistre cet entretien, le tournoi, le Grand Prix n'a pas encore commencé. Vous, sur le plan personnel, à quelques heures justement du démarrage, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes stressée? Je suis très stressée parce que c'est probablement le plus fort tournoi du monde féminin et qui n'a jamais été organisé avec la participation de la championne du monde d'un titre et de toutes les meilleures joueuses du monde. Et c'est vrai que quand on devient maman, on s'éloigne un peu, on n'a pas le temps de s'entraîner beaucoup. Et maintenant, j'ai repris les entraînements de 6 à 8 heures par jour. Je rêve maintenant des échecs de nouveau, j'ai les coups qui interviennent dans le sommeil. Parfois, voilà, on a cette image un peu étrange d'un joueur d'échecs qui se détache du monde. Et c'est vrai que pendant le tournoi, on devient cet être bizarre qui ne rêve que des échecs parce qu'il cherche cette vérité absolue sur l'échiquier. Vous rentrez dans une sorte de bulle, peut-être, dans votre parenthèse à vous. Oui, c'est peut-être parfois n'est pas une parenthèse enchantée, mais dans les écritures de Françoise Sagan, j'ai retrouvé une description très très intéressante par rapport à l'écriture. Et quand on lui a posé la question pourquoi elle écrivait, au fait, et je me suis dit que c'est absolument la même réponse que j'aurais souhaité donner pour les échecs. Elle disait que quand elle écrit, elle va vers un échec relatif. C'est en même temps exaltant et triste parce que c'est comme ça, on peut gagner une partie, on peut en perdre une, mais c'est là où on se sent vivant. Alors, je ne vais pas vous mentir non plus, je suis totalement néophyte, on va dire, en matière d'échecs. En revanche, lorsque l'on regarde un tournoi, lorsqu'on vous regarde, vous, les champions, hein, entre guillemets, ce qui saute aux yeux quand même, c'est cette nécessaire concentration. Est-ce que c'est l'une des principales qualités, j'allais dire, pour un joueur d'échecs, pour une joueuse d'échecs? C'est une qualité très très importante parce que je le vois maintenant sur les enfants à quel point c'est pas facile de se concentrer. Oui. Ils ont tendance à faire des coups très vite. Mais ce jeu, il vous absorbe. Donc dès que vous rentrez dans les stratégies, dans les plans, petit à petit, vous oubliez le monde. Et cette concentration, elle devient naturelle. Parce qu'il y a tellement de choses à envisager, tellement de coups à revoir. Parce que le prix d'une faute, et c'est le prix d'une partie parfois. Et plus vous avancez dans les tournois, plus c'est difficile à accepter la défaite parce que tout le monde sait que les défaites pour un joueur d'échecs, c'est comme des petites morts. On donne tout et on est anéanti. Et ce qui est très très difficile par rapport à d'autres sports, c'est qu'on doit rejouer le lendemain.
Parce que dans d'autres tournois, on a perdu, Oui, on est éliminé. Fini, oui. Tandis qu'aux échecs, on doit passer par le deuil, de se remettre en question, de comprendre qu'est-ce qu'il faut améliorer et on rejoue le lendemain. Et je trouve que c'est là, surtout aussi, les capacités les plus incroyables des joueurs d'échecs, c'est cette capacité de survie et voilà, finalement c'est un jeu de guerre quelque part. Et même quand on parle de tournoi féminin, c'est peut-être pas évident de l'envisager, mais ce sont des vraies Amazones. Et voilà, on essaye de combattre non seulement les pièces, mais aussi son adversaire. Bon, c'est une sacrée description en tout cas. Il faut aussi, j'imagine, de l'endurance, parce que certaines parties peuvent véritablement durer des heures. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ce que parfois les gens qui observent les tournois, ils ignorent, c'est que les joueurs et les joueuses d'échecs travaillent beaucoup sur leur endurance. On peut parfois perdre 1 kilo tout simplement juste en jouant une partie d'échecs, tellement la concentration est difficile pendant toutes ces heures. Et le plus souvent, on fait beaucoup de courses, donc 5 km par jour avant de jouer des tournois et pour entretenir la forme. Oui, c'est un peu montagnard aussi, un esprit sain dans un corps sain, tout est lié. Oui, dans un monde idéal, oui. Parfois, évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. Alors Almira, vous participez bien sûr donc, à ce Grand Prix, aux côtés d'autres femmes, on l'a bien compris. Est-ce que vous pouvez un petit peu peut-être nous en citer quelques-unes ? Oui, d'ailleurs, toutes ces joueuses sont devenues mes amies. Au fil des années, il y en a plusieurs qui font partie de l'équipe de cercle d'échecs de Monte-Carlo et avec qui je joue pour l'équipe. Donc, il y a d'abord la meilleure joueuse du monde, la chinoise Wu Yifan, qui était aussi plusieurs fois championne du monde. Et elle participe pour la première fois dans un tournoi à Monaco. C'est vraiment un honneur pour moi de la rencontrer finalement face à face, parce que normalement, j'essaie de la guider pendant les tournois. Il y a la championne du monde en titre, Maria Mozichuk, qui a gagné son titre cette année, mais sans que la joueuse chinoise puisse le défendre, elle n'a pas joué dans le tournoi. Et ils vont se rencontrer pour la première fois depuis que Maria a gagné le titre et depuis que Wu Yifan finalement ne l'a pas défendu. Donc l'enjeu sera détaillé pendant cette partie-là et je pense que tous les médias du monde vont le suivre. Et il y a aussi Anna Mozichuk qui est sa sœur, puis il y a Kramling, Alexandra Kosteniuk qui était l'ancienne championne du monde. Mais toutes ces joueuses-là ont joué une fois, parfois même plus, 2 fois pour l'équipe de Monaco. Donc je pense que sur 12 joueuses, il y en a 7 qui ont fait partie du cercle d'échecs de Monte-Carlo. Donc vous imaginez à quel point notre équipe est forte. Alors justement, parlons de Monaco. Est-ce que vous êtes heureuse, sensible de participer à ce tournoi dans un cadre aussi prestigieux, j'allais dire, parce que bon, on est vraiment entouré de dorures, c'est le casino, donc c'est quand même un lieu unique. C'est même pas probablement, c'est la salle la plus jolie où j'ai joué un tournoi d'échecs. Mais en même temps, je crois que les échecs aussi, non seulement ça a beaucoup d'éléments, c'est un élément scientifique, sportif, mais ça vous instruit, ça développe aussi un sens d'esthétique, de la beauté qui est très très différent. Donc je pense que de jouer dans ce cadre, c'est peut-être le rêve de la petite fille telle que j'étais l'Union soviétique et qui apprécie beaucoup l'architecture, j'aime beaucoup l'art, donc je sais pas, je crois que ce n'est pas le but, mais au lieu de regarder l'échiquier pendant la partie, je vais avoir la tête dans le plafond. Oui, non mais déjà je me cogne parfois quand je regarde le plafond. C'est vrai que le lieu est vraiment prestigieux. Une dernière question, peut-être Almira, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui organise cet événement justement donc entre les murs de ce casino Déjà, évidemment, le tour ne serait pas possible sans le casino de Monte-Carlo, mais le principal organisateur, bien sûr, c'est la Fédération monégasque des échecs, avec son président Jean-Michel Rapert et surtout sa famille qui la soutient depuis des années. Vous savez, je ne vais peut-être pas aux échecs, mais soutenir des joueurs d'échecs qui sont complètement fous, c'est pas facile. Il y a bien sûr la Fédération internationale des échecs et il y a le partenaire officiel, c'est le Global Resources qui aide pour tout ce qui concerne l'organisation, le financement et pour que toutes les joueuses se sentent bien.
Bon, c'est un rendez-vous donc organisé entre les murs de la SBM que nous allons suivre tout au long de cette semaine. Donc il y aura des reportages et d'autres interviews bien sûr à suivre sur Monaco Info dans le cadre de ce tournoi. Toute dernière question qui n'en est pas vraiment une en fait, mais est-ce que vous avez le sentiment aussi peut-être quand même de participer à un événement quasi historique, car je crois que ce type d'événement n'était plus organisé depuis bien longtemps. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça l'est. Récemment, j'ai regardé aussi le film Le Prodige, ou en anglais The Pound Sacrifice, qui retrace l'histoire de Bobby Fischer et qui lui-même a joué à Monte Carlo, mais qui n'a pas eu la chance de jouer dans l'enceinte du casino même, et dans ces salons qui ne s'ouvrent pas forcément au grand public et aux joueurs d'échecs. Et je me suis dit, je fais peut-être quelque chose que Bobby Fischer n'a pas fait, donc évidemment j'en suis très consciente. Almira, merci beaucoup. On va terminer donc cet entretien. On va se quitter avec les prévisions météo. Alors c'est vrai que le tournoi se déroule en intérieur, donc qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, il n'y aura pas d'impact en tout cas sur les parties, et ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, encore des nuages, persistance d'un risque d'une averse orageuse, plutôt en seconde partie de journée, température comprise entre 17 et 21 degrés. Dimanche, amélioration du temps plus sensible avec de beaux instants de soleil. Lundi, du soleil et quelques nuages sans dégradation du temps, peu de changements côté température. Mardi, le temps devrait redevenir plus incertain, en partie nuageux, possibilité d'averses, mais des températures clémentes. Merci de nous avoir suivis. Place à la suite de votre programme sur Monaco Info. Très bon week-end à tous. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.